Les fake news répandent leur contre-vérité depuis plusieurs années sur la toile et les réseaux sociaux, misant sur la crédulité du public et une certaine avidité. À l'heure actuelle où les États du monde entier luttent contre la pandémie, les fausses informations ne cessent de circuler sur la toile. Comment lutter contre l'infox sur le Covid-19? Les réponses dans ce Talk Afrique avec M. Donatien Kanga. Il est consultant en web journalisme et nouveaux médias. Bienvenue. Merci Thomas. Avec vous, Donatien Miliane Kuni, elle est vice-présidente de l'Association des blogueurs de Côte d'Ivoire et le web entrepreneur, consultante digitale. Bienvenue, Miliane. Merci Thomas. Je rappelle, le thème c'est Covid-19, comment lutter contre l'infox. Donatien Kanga, la première question, comment est-ce que vous vivez cette situation depuis le premier cas en Côte d'Ivoire? J'essaie de la vivre calmement. Pour moi, ça fait écho à la crise Ebola. Surtout que moi, dans cette période, j'étais en Guinée, donc j'ai pu vivre de près la riposte à Ebola de la Guinée. Et donc, les réflexes tout de suite qui me sont revenus, c'est ceux qu'on avait là-bas. Donc, respecter les mesures d'hygiène de base, lavage de mains, éviter de se saluer. Et puis, deuxième approche, c'est de rester informé, rechercher la bonne information surtout, ne pas céder au vent de panique et à l'angoisse parce que l'angoisse, la panique tue plus durablement et plus invisiblement que le virus. Et ça, vous aurez l'occasion de nous expliquer un peu plus dans les détails. La même question pour vous, comment est-ce que vous vivez cette situation? J'ai envie de dire, comme le disait Donatien, je vis ça calmement. C'est vrai qu'on respecte les mesures d'hygiène, se laver les mains, utiliser les gels hydroalcooliques, ne pas ramener les vêtements venus de l'extérieur directement dans la maison, se laver régulièrement les mains à l'eau et du savon. Mais je veux dire, je vis cette situation comme tout autre, sans stress surtout et sans panique, parce que comme on le disait si bien, c'est ce qu'on craint qui finit par nous arriver. Donc il faut rester zen, il ne faut pas céder à la panique, il ne faut pas surtout s'alarmer au moindre geste. Avant, par exemple, lorsqu'on avait une toux, c'était normal, mais aujourd'hui, lorsque vous toussez, tout le monde se dit Covid-19, quoi. Oui, il y en a qui ont retenu leur toux depuis quelques semaines, pendant quelques semaines, mais ils courent pour aller éternuer parce que, il y en a même quand ils finissent d'éternuer, ils disent non, restez calme. Parlons de votre constat sur les réseaux sociaux. Tous les matins, il y a des informations, il y a des partages d'informations. Donatien, qu'est-ce que vous constatez? Il y a je crois que le thème de plus en plus en train d'être consacré, on parle d'infodémie. C'est-à-dire une floraison, une abondance d'informations, sinon de contenu, je dirais ça comme ça, relative au Covid, ou relative à la maladie, aux causes, aux conséquences, à tous les dessous. Donc on a une explosion d'informations, sinon de contenu qui nous arrive. Et c'est ça, comme c'est une pandémie, c'est tout le monde entier qui est exposé à ça. Et nous, en Côte d'Ivoire, on en déroge pas, puisque nous-mêmes, on aime bien. Bien avant, j'aime rappeler qu'en 2000, c'est par un SMS qu'on a informé toute la Côte d'Ivoire que l'eau potable, l'eau de la Sodeci avait été empoisonnée. Et il a fallu qu'à l'époque, Feu Paul Docuy vienne à la radio nationale pour démentir une information qui était passée sans les médias traditionnels de masse, ça avait touché tout le pays. C'est ça, c'est le constat qu'on fait et on essaie de vivre avec. Sur la même question, le constat que vous faites sur les réseaux sociaux? Vraiment, il a dit, sur les réseaux sociaux, on reçoit toutes sortes d'informations. En ce moment, on a 15 vaccins qui ont été retrouvés, on a comment soigner la maladie, on a le premier chinois contaminé qui a donné la recette à son fils, qui l'a transmise à son neveu. Bon, on a toutes sortes d'informations sur les réseaux sociaux. Et hélas, sur 100 informations reçues, on a peut-être juste de dire 99, si je ne suis pas trop méchante, 99 qui sont fausses. Donc aujourd'hui, on assiste à de l'infox. On reçoit tous les jours des informations. Et comme ces personnes savent que tout le monde est focus sur le Covid-19, mais bon, voilà, ça donne à cœur joie. Qui sont les auteurs de ce genre d'informations ou de ces messages, Donatien? C'est des gens qui ont intérêt à manipuler. Déjà, les fausses informations, ce qu'on appelle l'infox, c'est des informations mensongères qui ont pour but de manipuler les destinataires. Donc, c'est forcément quelqu'un qui a intérêt. Ça peut être un intérêt commercial ou même idéologique purement politique. Donc,
il y a aussi tous ceux qu'on peut classer dans la grande catégorie des adeptes des théories du complot. Dans cette période, on en voit beaucoup. Donc, il y a aussi, donc là, on est dans une perspective idéologique. D'un point de vue commercial, on peut s'interroger à qui profite le tri. Oui, c'est la question. Notamment quand on voit la flambée de certains prix de gel hydroalcoolique, ainsi de suite. Mais après, on est dans une hypothèse. Rien n'est confirmé. Mais pour revenir à la question simplement, je dirais que c'est toute personne qui a intérêt à manipuler l'opinion qui crée la fausse information ou l'infox pour être plus précis. C'est quelqu'un qui a intérêt à manipuler. Ah, ok, à côté de ceux qui ont intérêt à manipuler, il y a le citoyen lambda qui, le matin, il se réveille, il voit une annonce et puis il partage. Ouais. Ou bien dans une causerie, on lui dit il y a 15 morts dans tel endroit. Et puis il va être le premier à donner l'information. Oui, il y a ça, il y a le fait de vouloir être le premier à donner l'information. Mais comme le disait, il y a aussi le fait, pour certaines plateformes, d'avoir des visites, d'avoir des nombres de vues, d'avoir des personnes qui viennent cliquer sur des liens. Donc chacun, ça donne à cœur joie. Et le citoyen lambda, lorsqu'il reçoit une information, son premier réflexe, c'est attention, je vais prévenir mon frère, je vais prévenir ma soeur, je vais prévenir un proche. Donc, il prévient. L'autre aussi reçoit, il prévient. Souvent, c'est écrit en bas, partager pour sauver des vies. Partager pour sauver des vies. Ah, transmis tel que reçu. J'ai fait ma part. J'ai fait ma part, à toi de faire ta part. Il y a un message WhatsApp qui m'a choqué, c'est le message d'un Ivoirien vivant en Italie. C'est passé je l'ai reçu au moins 7-8 fois en moins de 10 minutes. J'ai dit, mais attention, faisons attention à ce qu'on reçoit, faisons attention à ce qu'on envoie. Parce que vers la fin, non seulement on permet aux autres d'être dans la panique, mais je disais à quelqu'un qui m'envoyait des infos, je dis, est-ce que tu sais que tu risques d'être la cause de la mort d'une personne? Parce qu'en envoyant ce genre d'informations, un cardiaque, une personne sensible, vulnérable, qui lit ça tout de suite, panique. On a eu le message de 23h30, il faut rester à la maison à partir de 23h30. L'État a fait une annonce qu'ils vont pulvériser de l'acide à travers des hélicoptères. Excusez-moi, mais c'est doesn't make sense, quoi. Mais malheureusement, il y en a qui ont cru. Attention, reste à la maison. Reste à la maison. Ils vont pulvériser l'acide. Et surtout, ceux qui sont vulnérables, ce sont nos parents à l'intérieur du pays. Ce sont les vieilles personnes. Moi, quand mon grand-père m'appelle pour dire « Ah, on vient de me dire qu'ils vont pulvériser de l'acide. » Le vieux, il n'a pas le temps de vérifier l'information. Il est paniqué, donc il appelle ses proches pour se renseigner, se rassurer. Donc il y a tout ça en fait qu'il faut éviter. Mais qu'est-ce qu'il y a comme, je reviens sur la question, qu'est-ce qu'il y a comme intérêt derrière de dire par exemple à 23h chacun chez lui, on va pulvériser, mais qu'est-ce qu'on cherche? Oui, et je pense qu'il faut d'abord identifier deux types d'acteurs. Ceux qui créent, qui fabriquent, et puis ceux qui relaient. Celui qui crée, qui fabrique, il a un intérêt, je l'ai dit, les sortes commerciales ou idéologiques politiques. Commercial, elle a donné un exemple très... Propriétaire d'un site internet, vous voulez avoir du trafic pour avoir de la publicité, c'est un intérêt commercial. Un intérêt idéologique, on va se rapprocher de plus de ceux qui sont adeptes des théories du complot. C'est l'idéologie, le gouvernement. Par exemple, là, il y a quelque chose qui est en vogue, c'est ceux qui ont combattu l'idée des vaccins, qui estiment que le Covid a été créé pour pouvoir imposer dans quelques mois une vaccination générale. Donc, à ce moment, aujourd'hui, on a un regain d'intérêt sur la question du vaccin. Donc, ceux-là, pour un intérêt idéologique, puisque c'est la conviction, sont prêts à créer des contenus de toute forme pour pouvoir... Ensuite, les deuxièmes acteurs qui relaient, en général, c'est en toute conscience, en toute inconscience, de façon innocente. On veut sauver, on veut porter l'information. Les fibres patriotiques. Et je pense que c'est là qu'il faut beaucoup intervenir pour éduquer cette deuxième partie. Parce que nous tous, c'est vrai, nous-mêmes qui travaillons, qui nous disons professionnels, on n'est pas à l'abri. Et les cas sont légion des médias professionnels d'information qui ont diffusé des infos. Donc aujourd'hui, c'est tous qui devront vraiment être plus regardants sur ce qu'on diffuse, sur ce qu'on relaie, parce que c'est devenu tellement facile que finalement, on ne réfléchit plus. Pour terminer ça, les dirigeants, c'est par exemple le réflexe qu'on a face à un accident, de prendre une photo et de la diffuser avant d'appeler les secours. C'est un peu ça qui se présente quand on est face à une involve. Le réflexe qu'on a, c'est pas de chercher si c'est vrai, mais c'est de partager. Parce que c'est tellement facile
de le faire. Travailler sur les réseaux sociaux, certains en ont fait des loisirs, alors que vous en avez fait un métier. Il y a des règles au niveau de l'association des blogueurs de Côte d'Ivoire quand on veut publier, surtout dans une situation sensible. Qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut éviter? Tout à l'heure, on verra également au niveau du web journalisme. Déjà, au niveau de l'association des blogueurs de Côte d'Ivoire, on a initié une campagne. Et je pense que Donatien, qui est membre de l'association, bientôt publiera sa vidéo aussi. C'est une campagne qui vise à sensibiliser sur les pratiques, les best practices au niveau du Covid-19. Le hashtag, c'est Stop Covid-19. Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut se laver les mains? Par exemple, éviter les fake news, éviter d'aller sur toutes les plateformes, éviter d'utiliser des pratiques anciennes qui pourraient guérir du Covid-19. C'est plein de choses comme ça que nous avons... C'est toute une stratégie qu'on a mise en place pour permettre justement de lutter contre ce fléau. Pour l'instant, on n'a pas trouvé de véritable médicament pour le Covid-19, mais on sait au moins qu'il faut se confiner, rester en quarantaine, se laver les mains, éviter de se toucher le visage avec la main, protéger les enfants. On a certaines pratiques au moins qui permettent d'éviter cette histoire de Covid-19. On sait aussi qu'il y a des recherches qui sont en cours. Il y a des recherches qui sont en cours, mais hélas, en ce moment, sur les réseaux sociaux, au niveau des fake news, il y a au moins 6 vaccins qui ont été trouvés. Il y a plus d'une vingtaine de remèdes. Et les fausses nouvelles, les fake news, comme on le dit, vraiment pilulent sur les réseaux sociaux. On nous parle même du kutuku. Parce que l'alcool. L'alcool traditionnel made in Côte d'Ivoire avec les racines et tout ça. On nous parle de l'ail, faire égurgiter de l'ail quelque part là-bas pour éviter. Il y a une pratique qu'on avait quand on était petit, que les grands-parents utilisaient, où il fallait mettre de l'eau chaude. Se couvrir avec... Là, on nous dit qu'il faut mettre du sel, il faut mettre naphtaline, il faut mettre de l'ail, plein d'autres choses. Du gingembre, du piment. On nous dit oui, que vu que le virus vient de l'extérieur, il a froid, donc il ne supporte pas le piment. Mais c'est, excusez-moi l'expression, mais c'est du n'importe quoi. Et c'est ce qu'on voit aujourd'hui sur la toile. Donc nous, on essaie, tant bien que mal, de sensibiliser. Et de ramener tout le monde à la vraie information. Tout le monde à la vraie information. C'est pour ça que généralement, on ramène tout le monde vers le site de l'OMS qui donne des infos vraies. Donatien Kanga, au niveau du web journalisme, beaucoup exercent sur Internet. Quelles sont les règles d'usage? Les règles d'usage sont celles du journalisme. Le web journalisme ne se distingue pas dans les principes du journalisme. Dans les techniques, oui, puisque le support change. Dans les principes du journalisme, le web journaliste tient au respect des règles. Donc, l'une des règles fondamentales, et d'ailleurs aujourd'hui qui se révèle, c'est la vérification de l'information. Je crois au Chicago Tribune, aux États-Unis, on dit, même si ta mère te dit je t'aime, il faut vérifier cette information avant de publier ça dans le journal. Un journaliste, le réflexe immédiat, c'est la vérification de l'info. Aussi sûre soit-elle la source, il faut vérifier. Recouper avec une autre source, on va aller jusqu'à 2, 3 sources avant de diffuser. Donc, c'est déjà ça le principe fondamental. Je n'ai même pas envie d'aborder d'autres points parce que je me dis, si ce réflexe, il devient sacré pour les web journalistes, pour les professionnels, on va éviter beaucoup de choses. Peut-être l'autre conseil que je peux donner, c'est, je dis ça d'un philosophe, j'oublie son nom, mais c'est un filtre à 3 critères. Premier élément, est-ce que l'information est vraie? Donc, est-ce que j'ai la certitude que ce que je veux diffuser est vrai? Si je n'ai pas cette certitude, deuxième filtre, est-ce que ce que je veux diffuser est utile? Ce n'est pas vrai, soit. Ou bien je ne peux pas confirmer la véracité. Mais est-ce que c'est utile? Troisième filtre, est-ce que ça fait du bien? Voilà. Donc, si je traverse les 3 filtres sans pouvoir être certain, mieux vaut faire stop. Voilà. Mieux vaut ne pas propager cette info. Si je ne peux pas confirmer qu'elle est vraie, elle n'est pas utile, elle ne peut pas faire du bien au destinataire, ce n'est pas la peine. D'accord. Au niveau de la véracité de l'information, une vidéo, on a vu sur Internet, à Yopougon, qui est un quartier, une commune d'Abidjan, on a vu des personnes encagoulées, enfin dans les tenues qu'on observe par les urgentistes et autres, avec un véhicule, et chacun a relayé cette information pour dire qu'il y avait un cas de Covid-19 découvert dans cette commune. Quand on a une vidéo pareille, Méliane,
comment procéder à la vérification? Non, déjà, lorsqu'on reçoit une information, on reçoit une photo, une vidéo, il faut l'analyser de près. Il faut chercher à savoir dans quel contexte la photo ou la vidéo a été prise. Parce que généralement, on sort les éléments du contexte et là, tout de suite, on se dit, voici une information. Mais celui qui a publié, d'où vient sa source? Est-ce qu'il était sur le site? Est-ce que... Ensuite, si on a la possibilité, comme on mène les enquêtes au niveau du journalisme, de retracer l'information, d'aller jusqu'à la première personne qui a envoyé l'élément pour savoir qui est le parent X ou Y. Parce que cette vidéo, lorsqu'on a mené cette enquête, on s'est rendu compte que c'est un malade ordinaire. C'est juste que les urgentistes ont porté cette tenue par précaution, rien d'autre. Et ça crée la psychose parce que les gens, quand ils ont vu, écouté, ils ont conclu rapidement. Et aujourd'hui, on se rend compte que même sur des sites d'information, on a vu, je ne sais pas si Donatien a vu la photo là, des migrants. On a dit qu'ils sont en train de fuir l'Italie, qu'ils sont en confinement, ils sont en train de fuir l'Italie, alors que cette photo date de 2017 et c'était au Maroc. Donc vous voyez que lorsqu'on reçoit une information, une photo, une vidéo, il faut prendre le temps de l'analyser. On a plusieurs plateformes pour traiter tout ce qui est fake news. Donc, c'est rechercher l'information sur plusieurs sites, voir l'angle de la photo. C'est vrai qu'aujourd'hui, les gens arrivent à modifier les informations, mais il faut regarder même les pixels, comment c'est monté, comment c'est tourné. C'est plein de choses comme ça, en fait. Alors, toutes ces personnes qui publient très vite l'information publiée n'ont pas ce temps. Non, ils n'ont pas le temps, justement. Oui, mais je fais une analogie avec les médecins. Je veux dire, aujourd'hui, être intellectuel, pouvoir lire une notice, a priori, on peut dire que parce qu'on sait lire une notice, on peut prescrire des médicaments et autres. Voilà. Mais déjà, quand j'ai dit ça, déjà, tout le monde est surpris. C'est la même chose avec l'information. Voilà. Vous voulez publier l'information alors que vous n'êtes pas professionnel. Tout le monde se dit, c'est mon droit, je suis Internet. Mais justement, oui, c'est un droit, mais après, il y a la responsabilité. Tout droit accompagne une responsabilité. Quand vous diffusez une fausse nouvelle, je crois qu'il y a eu un communiqué pour rappeler que les fausses nouvelles sont punies par la loi. Et il y a même une adaptation de la loi de 2013 sur la cybercriminalité qui incrimine les fausses nouvelles sur Internet. Donc, quand vous diffusez une info, vous la partagez, soyez conscient qu'il y a votre responsabilité qui est engagée. Voilà. Donc, au nom de cette responsabilité, soit vous avez deux options, soit vous inspirez des méthodes des professionnels, ou bien soit vous vous référez à un professionnel pour vous aider à agir. Mais si vous le faites de vous-même, demain quand il y a des dégâts, ne soyez pas surpris. Cette recrudescence, est-ce parce que la loi qui est prise n'est pas je veux dire, suffisamment connue, la répression ne suit pas? Avec le phénomène d'Idi Arafat, par exemple, on avait retrouvé des personnes, les gens étaient surpris que par rapport à ce que je dis sur Internet, je pouvais être passible de quelque chose. Et je pense que le procureur Adou Richard a dû souffrir un peu. Parce que tout le monde mentionnait son nom un peu partout sur les réseaux sociaux, sur toutes les plateformes. Ouais. Il faut dire que lorsqu'on partage une information, ce qu'on devrait dire aux gens, c'est que lorsque je partage une information, je suis responsable de ce que je transmets. Et j'assume les conséquences. Et j'assume. Parce qu'aujourd'hui, transférer une information nous rend coupables aussi. Donc si je transfère une information qui est fausse, dès l'instant où c'est moi qui ai transféré l'information, je deviens aussi coupable que ceux qui l'ont proposé ou qui l'ont écrite. Donc, il faut faire attention. Il faut vraiment faire attention à ce qu'on met sur toutes les différentes plateformes. Et je pense que cette loi existe. Il y en a qui la banalisent. Excusez, c'est le propre des Ivoiriens. On dit toujours, tant que ça ne nous a pas touché de près, on n'en prend pas conscience. Et j'ai vu une phrase qui circulait sur les réseaux sociaux qui m'a fait sourire. On nous a dit que concernant le Covid-19, la discipline a sauvé la Chine, l'indiscipline a noyé l'Europe, mais l'inconscience risque d'éradiquer l'Afrique. Pour dire qu'on n'en prend pas la pleine mesure tant que ce n'est pas vraiment proche de nous. C'est une particularité aussi qu'on a. Oui, justement, parler d'inconscience. Quand vous regardez un peu la population, les comportements, il y a 13 mesures du gouvernement qui ont été prises. Quel est votre avis? Est-ce que les gens sont enclins à mettre en pratique les mesures qui sont prises? Et de plus en plus de mesures ne font qu'augmenter. Bon, je pense qu'il y a
Après, là, je pense que je ne suis pas très d'accord avec cette phrase qui circule, l'inconscience va noyer l'Afrique. Parce qu'encore, je dis tout, ça je l'ai déjà dit, moi j'ai vécu de près Ebola en Guinée. Et j'ai vu comment le peuple guinéen a réussi à éradiquer en étant discipliné, en sursaut. Donc, les Africains ne sont pas moins capables de cette prise de conscience. Donc, je pense qu'après, il y a une grosse démarche de sensibilisation. Parce que c'est ça qui, je pense, qui doit être accentué. Sensibiliser sur la maladie parce que on ignore beaucoup autour de ce mal, on ne le maîtrise pas. On a beaucoup focalisé sur ce qui fait peur, ce qui fait inquiète. On n'a pas vraiment communiqué sur la propagation du mal, comment est-ce que ça se développe, qu'est-ce que ça... Bon, bref, il y a d'autres aspects sur lesquels on ne parle pas. On ne parle que sur ce qui fait peur, sur ce qui inquiète, et par derrière, les mesures suivent. Bref, pour celui qui n'a pas conscience de toutes ces informations et qui n'est pas très bien informé, après, on a le contexte sociopolitique de la Côte d'Ivoire qui fait que, bon, on peut soupçonner le gouvernement de vouloir empêcher certaines choses, alors que ce sont des mesures de prévention dans un cadre global généralisé de l'épidémie. Je pense que des gens commencent à avoir de plus en plus, même les églises par exemple, les églises des musulmans, ont pris sur elles l'interdit, les rassemblements, alors que l'adhésion du gouvernement, ce n'était que 50. Vous avez dit vous pouviez faire des cultes de 50 personnes, mais la plupart des églises, des mosquées et autres ont interdit simplement et purement parce qu'il y a cette prise de conscience. Donc, je pense qu'il faut poursuivre dans la sensibilisation pour faire comprendre que la menace est réelle. Pour cela, il faut agir. Voilà. Après, une fois qu'on a réussi ça, les Africains, en tout cas, on a vaincu Ebola en Guinée. Moi, je dis toujours, c'est mon exemple. Il y a également des guérisons. Est-ce que les guérisons, c'est de l'infox? Sinon, pourquoi est-ce qu'on ne communique pas assez sur les guérisons? Il y a des guérisons. Je pense qu'on ne... Je vais prétendre qu'on ne communique pas sur les guérisons pour éviter qu'on s'adonne justement à certaines pratiques. Dire que, bon, dans tous les cas, on en guérit, donc je peux me permettre de... On avait avec le cas du VIH-Sida. Voilà, et à cette allure-là, on risque maintenant de ne même pas maîtriser la pandémie parce que le virus peut pouvoir muter. Donc c'est pour éviter, je pense, c'est pour éviter ce genre de choses qu'on ne communique pas réellement sur les guérisons. Sinon, sur les sites de l'OMS, on a le nombre de guérisons, on a le nombre de cas guéris dans chaque pays. Et ici, pour revenir sur ce dont parlait Donatien, ici, on ne respecte pas vraiment les mesures. Encore là sur ce plateau, ok, on respecte les 1 mètre de distance. Mais je venais dans le taxi quand j'ai vu un minibus passer. Il y avait plus de 6 ou 7 personnes dedans. Et elles sont assises côte à côte. Alors qu'il y a une mesure qui a été prise, qui dit qu'il faut réduire les effectifs et tout ça. Ouais, donc on ne respecte pas ça. Tout le monde porte parfois des cache-nez, alors que les cache-nez, c'est et pour le corps médical ou pour les personnes malades. Ouais, ceux qui font la maladie. Oui, mais on le dit, la population se dit par exemple, mais écoutez, je ne connais pas l'autre qui est en face, est-ce que porter mon cache-nez ne serait pas une mesure de prévention? C'est peut-être de cette façon que les autres réfléchissent. Oui, et c'est là que je dis qu'il faut... je comprends elle, ce qu'elle dit, puisque c'est une attitude de communicant. Un communicant, il a des objectifs de communication, donc il fait ses choix en fonction. Par contre, les journalistes doivent être équilibrés dans l'information. Ouais. Voilà. Il ne faut pas simplement parler des morts, des contaminés. Il faut aussi parler des guérisons. Ça, c'est le journaliste. Parce que nous, c'est les faits. Donc, il y a cet aspect. Donc, pour revenir maintenant à ce que vous disiez, est-ce que la population oui, ça se justifie, ça se comprend. Mais le risque, c'est ce qu'on a en ce moment en France avec la pénurie des masques pour les personnes qui en ont le plus besoin, c'est-à-dire les personnes du corps médical. Cette généralisation du port du masque, qui d'ailleurs n'est pas très pertinente pour tout le monde, va créer une pénurie pour ceux qui sont au front. Et finalement, ils risquent soit d'être exposés ou d'abandonner parce qu'ils ne vont plus courir le risque d'approcher des malades s'ils ne peuvent pas être protégés. C'est pour cela qu'on dit, pour ceux qui ne sont pas malades, la priorité, c'est le lavage des mains. Ça, c'est la règle la plus basique, la plus potente, le lavage des mains systématique, régulier. On a touché des personnes régulièrement là les mains. Faisons attention à ne pas porter la main sur le visage. Distanciation sociale, confinement, ça c'est ce qui est le plus efficace pour la première, parce que les masques,
ça peut vous protéger. D'ailleurs, on dit qu'il y a une durée. Il y a une durée. Voilà. Donc, finalement, c'est une solution précaire. La solution la plus durable, la plus confortable, c'est le lavage des mains. Ça, c'est vraiment Il y a rien à dire. le lavage des mains. Nous sommes en train de terminer l'émission. En 30 secondes, nous allons conclure sur le rappel de quelques mesures là déjà commencées, des mesures importantes que les populations et ceux qui nous suivent devraient mettre en pratique pour se protéger elles-mêmes, mais aussi pour ne pas répandre cette pandémie. Déjà, on revient sur le premier principe qui est se laver les mains. Il faut se laver régulièrement les mains. On ne dit pas qu'on se lave les mains le matin, donc c'est fini. Ou on se lave... Généralement, on le dit en Côte d'Ivoire, un Ivoirien se lave les mains quand il a fini de bien manger, pour éviter d'avoir les traces. Mais bien au contraire, il faut se laver les mains chaque fois. Donc, je veux dire, on sort des toilettes, il faut se laver les mains. On arrive à la maison, il faut se laver les mains. Avant de toucher les enfants, si on arrive dans un endroit, il faut se laver les mains. Ou après avoir salué des personnes étant dehors, il faut se laver les mains. En une journée, on peut se laver les mains 10 ou 15 fois pour éviter d'avoir les germes. Ou encore utiliser les gels hydroalcooliques. Là, maintenant, même, on risque d'aller vers une rupture, une pénurie de... L'eau et le savon font l'affaire. de gel. C'est plus efficace. L'eau et le savon font l'affaire, donc il faut se laver les mains. Respecter la distanciation sociale de 1 mètre. Il faut aussi éviter d'être dans des endroits où il y a plus de 50 personnes, éviter d'être dans des transports en commun avec plusieurs personnes. Il faut rester chez soi. Merci Méliane Cuny. Vous êtes vice-présidente de l'Association des blogueurs de Côte d'Ivoire, web entrepreneur, consultante digitale. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Merci également à Donatien Kanga. Merci. Il est consultant en web journalisme et nouveaux médias. Ouais. Merci d'avoir partagé votre expérience avec nous. Merci, M. Thomas. C'est la fin de cette émission. Merci à tous de l'avoir suivi. Bonne suite de nos programmes sur Medi 1 TV Afrique.